débat, je ne sais pas trop comment on fait. On verra s'il y a des questions, si on est un peu juste, ou on va avoir le temps. Ah oui, ben non. Hein? Ouais, ouais, d'accord. D'accord. D'accord, d'accord, ok. Bien, je vous invite à vous réinstaller pour que nous puissions tenir notre timing. Oui, je sais, je sais. C'est pour ça qu'il faut qu'à midi 15, midi 20, copie compris, que ce soit bouclé, quoi, pour que Francis puisse faire son. Il en a pour combien de temps, Francis? Francis? Ah non, mais moi je peux en une minute, c'est vraiment pour. Tu parles de Marseille. Oui, c'est ça, je fais une minute pour donner. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que c'est stratégique de faire monter Oui, comme l'autre est parti? oui, d'accord. Alors, je signale que vous êtes un certain nombre à n'avoir pas signé la feuille de présence aujourd'hui et donc n'avoir pas pris les feuilles d'attestation ni la fiche d'évaluation. Donc, la borne restera ouverte à midi et demi pour ceux qui n'auront pas signé. C'est extrêmement important parce que si vous n'avez pas signé, vous ne pouvez pas avoir vos attestations de formation pour ces 2 journées. Donc, pensez-y. Quand on aura fini à midi et demi, au sortir de l'amphithéâtre, les collègues seront là pour récupérer les fiches d'évaluation et également les badges pour ceux qui souhaiteront nous les remettre. Voilà. Lorsque nous avons préparé ces journées, nous avons essayé d'imaginer un dispositif un peu nouveau, puisque nous avions intitulé en sous-titre le fait que nous cherchions à relever un certain nombre de pistes par rapport à tout ce qui a été évoqué. Et il nous semblait, c'était d'ailleurs des remarques qui nous ont été faites sur les autres journées, il nous semblait que les temps des forums étaient par définition des temps d'échange, des temps de débat, et où pourrait faire émerger, au-delà des plénières, un certain nombre de réflexions, un certain nombre de pistes qui nous semblaient importantes, intéressantes, opportunes de faire valoir autour de cette thématique de la gestion. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec le COPIL et en lien toujours avec le conseil d'administration de l'AMEX, dans notre organisation, demandé à Isabelle Joly, qui est consultante et cadre pédagogique, d'accepter de relever le défi de faire la synthèse à la fois de cette journée et demie, mais peut-être plus particulièrement des débats et surtout des pistes qui auraient ou qui auront ou qui ont émergé de vos réflexions dans les forums hier après-midi. Donc, je lui laisse tout de suite la parole pour cette synthèse des synthèses. On va dire ça comme ça. Merci François. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, c'est à moi donc ce matin qu'il incombe le privilège et la responsabilité de vous proposer une synthèse
des forums qui se sont tenus hier après-midi. Je souhaite remercier très officiellement et très sincèrement les rapporteurs qui ont été mes yeux et mes oreilles pendant ces forums. Guillaume, Christian, Johannes, Dominique, Sophie, Charlotte et Nicole, soyez ici nommés et remerciés. Et je voudrais également remercier Faïza Guélamine de Landésie, à la fois pour sa collaboration efficace et son doux soutien dans cette dure nuit de travail. Quand Francis Robert, président de l'ANMEX, François Noble et Francis Batifoulier m'ont proposé ce travail, ils ont indiqué et insisté sur leur souhait que cette présentation ne se limite pas à 7 synthèses, une pour chacun des forums. Ainsi, j'ai cherché dans vos échanges, ceux auxquels j'ai assisté directement et ceux qui m'ont été rapportés, des idées transversales, des idées directrices, du commun entre les forums. Je choisis donc de vous présenter une synthèse en 3 parties qui ne rendra pas compte, bien évidemment, de manière exhaustive de la richesse de vos débats, mais qui, j'espère, rendra compte de perspectives que vous avez bien voulu ouvrir et que vous avez bien voulu m'inspirer. C'est une façon comme une autre de vous demander ce matin votre extrême indulgence dans le cadre de cet exercice. 3 parties, disais-je, pour scander, pour rythmer cette synthèse. Dans un premier temps, je vais vous montrer que la gestion innerve. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer que la gestion vous énerve. Et dans un troisième et dernier temps, je vais essayer de vous montrer que c'est peut-être parce que la gestion vous énerve qu'elle innerve aussi les organisations de travail, les institutions que sont les MEX. Rapidement, une définition d'innerver. Dans son sens médical, ça consiste à atteindre un organe en parlant d'un nerf, le nerf étant un filament blanchâtre servant de liaison entre le cerveau et les différents organes qui apportent énergie, qui apportent vigueur. Le transfert me semblait pertinent avec le sujet qui a été celui de ces 2 journées de travail. Mais cette formule ne doit pas conduire à la caricature et à la schématisation, et sous innerve et nerve, il conviendra de préciser de quoi il est question, et notamment de quelle gestion on parle. Plusieurs orateurs avaient présenté une pluralité d'approches de la gestion. Encore ce matin, Monsieur Paturé, vous nous avez proposé il y a quelques minutes un certain nombre de synonymes et même un paradoxe, voire une contradiction autour de ce qui était proposé. Sachez que cette polysémie a été largement exploitée dans les échanges, dans les différents forums. Première partie, donc, la gestion innerve, vigueur, énergie. Et avec un titre comme « Trop de gestion tutelle les MEX », on pouvait pourtant s'attendre au pire. L'ennemi semblait à l'extérieur, l'ennemi semblait à l'intérieur. Dès la première matinée, l'ennemi semblait extrêmement présent autour de ces questions. Or, il faut noter que dans chacun des 7 forums, la gestion a systématiquement été présentée en lien, articulée avec le fonctionnement d'une MEX dans la complexité de ses acteurs. Il est même des forums où on a certainement parlé de gestion, puisque c'était le thème de ces 2 journées, mais sans y faire référence, ce qui, et je vous en remercie, m'a largement compliqué la tâche de synthèse. Ainsi, il a été parlé de la nécessaire gestion d'une institution, son management, qui rime avec la contenance et le soutien que l'on doit aux professionnels afin qu'eux-mêmes contiennent et soutiennent ce qui compte. Ainsi, il a été parlé de la gestion des établissements assurés par des associations. Et l'association en tant qu'acteur se doit aussi d'être gérée. Ici, cela passe dans l'un des groupes, dans l'un des forums, par la revalorisation de l'engagement bénévole. C'est ainsi, selon vous, que sera préservée la capacité d'une transformation sociale. L'AMEX aujourd'hui gère l'ouverture dans un environnement. L'AMEX offre de plus en plus des frontières poreuses, perméables avec un territoire.
Elle constitue un acteur majeur de la solidarité locale. Et là encore, Monsieur Janvier, les propos que vous avez tenus ce matin ont été largement relayés, vous l'avez dit, par la pratique professionnelle, au moins dans un des ateliers auxquels j'ai eu l'occasion de participer. Gérer, c'est aussi bien sûr manager des ressources humaines. La performance, les choix organisationnels sont mis au service d'une qualité de vie au travail. Le manager prend un rôle singulier entre art ménager et art du ménagement, comme a pu le dire un des participants à un atelier, à un forum. Et dans ce contexte, si la performance interroge, elle ne choque pas les participants. L'argent était également présent au cœur d'un certain nombre de travaux. On nous avait prévenu, pas de gestion sans dimension financière, sans carburant monétaire, nous a dit un orateur. L'argent est bel et bien présent dans la MEX. Le don, la dette, l'argent s'inscrivent dans un système d'échange, de relations qui ne sont pas sans effet sur les personnes qui reçoivent, qui sont partie prenante de ces échanges, de ces relations. L'argent peut également constituer un outil pédagogique, un support éducatif. Gérer, c'est bien sûr aussi gérer le quotidien des enfants, des adolescents et des groupes dont vous avez la responsabilité. Et c'est dans les petites choses, la banalité du quotidien, que se vivent les grandes choses, entendra-t-on dans un forum. Contenance et soutien, revalorisation de l'engagement bénévole, solidarité locale, qualité de vie au travail, argent comme outil éducatif, don, dette, contre-don dans un système de relations, quotidien éducatif, quotidien d'accompagnement, autant de dimensions de la gestion qui traduisent, je veux le croire, ce que Rénal de Brizet indiquait hier soir, gérer c'est administrer et administrer c'est prendre soin. C'était d'ailleurs le thème du dernier forum, le 7e sur la liste. On y a entendu que la gestion n'est pas antinomique avec l'intention de prendre soin, soin de soi, soin de l'autre, soin des professionnels, soin des enfants. L'accueil doit être entendu comme l'accueil physique, mais également comme l'accueil psychique de ces personnes. Chacun est présenté alors comme garant du cadre. Des espaces de régulation, de parole et d'échange sont alors vitaux pour l'institution. Ils nourrissent une pédagogie de la conflictualité, car finalement, a-t-il été rappelé, on ne conduit pas une MEX silencieusement. Je souhaite également relever 2 autres communs dans le cadre de cette gestion qui innerve. La démarche projet a été présentée comme le processus d'élaboration d'un sens contextualisé du prendre soin. Le projet se décline dans les ateliers sur tous les niveaux. Le projet éducatif, le projet de groupe, le projet de service, le projet d'établissement. Et je crois que ce matin encore, Monsieur Paturé, vous nous avez proposé quelques éléments autour de cette notion. Le projet fixe un cap, il met en perspective, il facilite en constituant une référence commune, une culture institutionnelle. Il participe de la construction d'un cadre institutionnel, il est garant de l'esprit de soin. Je n'ai d'ailleurs pas pu m'empêcher de relever que l'outil projet est l'un des 7 outils obligatoires, rendus obligatoires par la loi du 2 janvier 2002. Il a d'ailleurs pu, à un moment peut-être, être considéré, et je reprends une formule qui a été employée dans un des forums, comme un outil de conformité à l'emprise réglementaire et normative. Or, il est intéressant de noter qu'il semblerait, suite à vos travaux, que le projet a réussi son adoption dans le secteur social, à tout le moins son adoption dans les MEX et par les MEX. Enfin, toujours dans le cadre de cette gestion qui innerve, je veux relever votre intérêt pour ce que vous avez nommé dans les différents forums la démarche participative ou la participation. Il convient de souligner que c'est une méthode, une démarche qui, à la fois, selon vous, traduit le prendre soin,
mais également qui permet sa mise en œuvre, la mise en œuvre d'une gestion prendre soin dans l'institution MEX. Il faut constater, quand on vous écoute d'ailleurs, que cette participation, cette démarche participative peut répondre à des terminologies variées et qu'elle n'implique pas toujours les mêmes acteurs. On a pu entendre le pouvoir d'agir des familles, la citoyenneté, la co-construction entre associations et pouvoirs publics, mais également entre professionnels, bénévoles, usagers, le dialogue social au sein de l'institution. Sous toutes ces formes, la démarche participative, la co-construction entre acteurs ou groupes d'acteurs est appelée de vos vœux. On pouvait s'attendre au pire et d'ores et déjà, ces éléments permettent de dégager des perspectives positives. La gestion est source d'innervation pour les MEX, autant d'éléments, Monsieur Janvier, qui selon moi convergent pour constituer une organisation du seuil à laquelle vous nous invitiez ce matin. Cependant, et ce sera le deuxième temps de ma présentation, la gestion vous énerve. Dès le premier matin, dès la première matinée, au travers des interventions des orateurs en séance plénière et au regard de l'applaudimètre, il était très clair qu'une certaine gestion énerve peut-être toujours les participants à ces 2 journées. Elle est alors définie tour à tour comme la diminution des crédits, la rationalisation des coûts, la chalandisation ou la marchandisation du social, les procédures normatives, la démarche qualité ou la démarche qualité totale, la domination des sciences de gestion. Bref, en un mot, elle est alors synonyme de l'hypergestion dont nous parlait M. Chauvière. D'ailleurs, il est intéressant de constater que dans un forum, l'énervement a pu créer de l'énervement. En effet, l'ANMEX et l'Andesi ont réussi à constituer une pluralité d'acteurs représentés lors de ces 2 jours de travail, et ce qui est partagé par les uns a pu constituer ce que d'autres ont appelé une position partisane. Il était intéressant de constater que la construction du monde du financeur n'est finalement pas toujours celle du financé. Et ça a donné lieu à quelques joutes verbales intéressantes à observer. Vous repérez les effets négatifs dans vos organisations de travail, dans la relation d'accompagnement ou dans les limites de certains dispositifs de cette gestion qui énerve. Je vous cite pêle-mêle. La réalité de la participation à la construction d'un schéma départemental, c'est que nos propos, nos conceptions ne sont pas reprises dans le schéma. Je vous cite toujours. Du côté des dispositifs, on assiste à une clochardisation des 18-25 ans suite à la diminution des mesures jeunes majeurs. J'ai pu entendre aussi, on exclut certains jeunes parce qu'ils ne peuvent pas contractualiser. J'ai également entendu, les directeurs sont devenus des entrepreneurs, ils pourraient gérer des boîtes de conserve. J'ai entendu, j'ai des effets, pas des résultats de mon travail auprès des jeunes accueillis, et j'ai voulu entendre cette formule comme une critique autour de la question de l'évaluation ou des démarches qualité qui peuvent être engagées dans certaines de vos institutions. Il peut résulter d'autres conséquences néfastes à cette gestion qui énerve. Souffrance au travail, perte de sens, injonction paradoxale. Vincent de Gaulle-Jacques, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Travail, les raisons de la colère », écrit « L'introduction de pratiques fondées sur des valeurs étrangères à la culture du service public plonge le personnel dans un désarroi complet. Au nom de l'amélioration du fonctionnement des institutions, objectif que personne ne peut contester, on met en place des pratiques totalement opposées à l'esprit du service public que partage la majorité des agents du service public. Les conséquences de ce hiatus sont de plus en plus visibles. Elles érodent l'adhésion profonde des salariés à leur mission. Elles suscitent un désinvestissement de leur travail et, dans certains cas, une désespérance qui peut mener au suicide. Selon moi, Vincent de Gaulle-Jacques, dans ses écrits, vous relaie donc dans la défiance, voire dans la résistance que vous avez vis-à-vis de cette gestion-là.
J'ai envie d'ailleurs de vous indiquer que cette défiance, cette résistance est corroborée par un récent rapport sur ce qu'on a appelé la révision générale des politiques publiques. La révision générale des politiques publiques, la RGPP, définie par Robert Laffort, a consisté en un vaste mouvement de réorganisation des grandes directions des administrations centrales, notamment celles relevant des ministères sociaux, et a engagé une réorganisation massive de leurs projections territoriales, c'est-à-dire très concrètement des regroupements dans le champ de l'administration. Robert Laffort continue en écrivant « Quoi que l'on pense de la légitimité des raisons invoquées, la RGPP correspond à une nouvelle façon de répondre à la nécessité où se trouve l'État moderne de se gouverner toujours au mieux lui-même, s'il entend soutenir sa prétention à gouverner la société avec des objectifs affirmés d'économie de moyens, de cohérence d'ensemble, de rationalité, de flexibilité, de transversalité. Ainsi, l'équation se gouverner mieux passerait forcément par économiser des moyens, rationaliser. Or, un bilan récent que vous pouvez consulter en ligne, alors un bilan récent qui a été écrit par l'Inspection générale de l'administration, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales, qui ne sont pas forcément des punks en matière de gestion, si vous me passez l'expression, eh bien ce bilan effectué par ces trois inspections vient troubler au mieux l'équation naturelle. Gouverner mieux, c'est rationaliser. Il montre notamment, ce bilan, que, et je le cite, la RGPP a réalisé un ensemble de réformes d'une grande ampleur, dont l'impact financier est réel, mais difficile à évaluer. Et je vous lis un extrait de la page 40 de ce rapport, dans lequel il est écrit « Des coûts ont été ignorés ou minorés, car il a été estimé que les budgets des ministères les absorberaient, et de toute manière à enveloppe constante, par redéploiement, ou que la réforme permettrait de payer la réforme. » J'ai été très intéressée par cette formule qui laisserait penser finalement que économiser coûte de l'argent, et coûte certainement d'autres choses si on écoute Vincent de Gaulle-Jacques. Il est donc indéniable que ces politiques publiques fondées sur une rationalisation des coûts impactent sur les MEX, impactent sur le champ de protection de l'enfance, à la fois directement par la diminution de crédits, la disparition consubstantielle d'un certain nombre d'établissements ou d'un certain nombre de dispositifs, et qu'elles coûtent aussi de façon indirecte dans les conséquences que vous repérez au quotidien. Vous avez donc raison de résister, et cependant, je voudrais attirer votre attention sur un dernier élément qui constituera ma troisième partie dans cette présentation. En effet, je souhaiterais insister auprès de vous sur le fait que la logique de gestion, la logique de rationalisation budgétaire n'arrive pas seule, et il me semble que c'est peut-être un énervement qui pourrait à nouveau être source d'innervation pour les MEX. Alors cette idée, c'est vous qui me la soufflez, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé d'un certain nombre d'idées, et ces idées, c'est moi qui ai voulu les réunir autour effectivement d'un des corollaires de la question de la gestion entendue comme rationalisation budgétaire, ce que Michel Chauvière a appelé la désinstitutionnalisation. Elle peut être définie par une défiance des autorités envers la prise en charge, l'accompagnement de personnes vulnérables en institution. Ainsi, une recommandation de l'Europe de 2010 commence par les phrases suivantes « Conscient du fait que le placement des enfants en institution augmente sérieusement les inquiétudes quant à sa compatibilité avec les exercices des droits de l'enfant. » Pas de panique, c'est une recommandation qui s'inscrit dans le champ des enfants en situation de handicap et de leur accompagnement, pas encore dans le vôtre. La désinstitutionnalisation peut aussi être présentée comme fille d'une politique de rationalisation budgétaire, puisqu'il semblerait que accompagner les personnes vulnérables, et je le mets entre guillemets, dans leur milieu de vie naturel, eh bien accompagner les personnes dans ce contexte coûte moins cher que les murs institutionnels.
Cependant, la désinstitutionnalisation s'inscrit également dans la célèbre formule « l'usager au centre du dispositif ». C'est-à-dire, parce que je n'aime pas beaucoup cette formule, je pense que c'est certainement pas l'usager qui est au centre du dispositif, je vais relayer cette formule célèbre en parlant plutôt d'une logique de participation, d'une logique d'empowerment ou d'une logique d'inclusion de l'usager et de sa famille, des logiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le champ de la protection de l'enfance et plus généralement dans le secteur social et médico-social. Alors, quelques définitions très rapidement. La participation, elle est définie comme le pouvoir de l'individu à agir sur sa propre vie et sur son environnement. Alors, j'aimais bien la formule de Rénal de Brizet, dégager des options, dégager des choix, là où on n'en a pas forcément, justement, où certains choix pourraient sembler nous être largement imposés. Je reviendrai sur cette idée. La participation rejoint l'empowerment en tant que capacité d'habitants, d'usagers à se mobiliser, à s'organiser en force collective pour faire valoir les droits de tous et défendre les intérêts du groupe. Et enfin, l'inclusion se décline non pas comme le miroir inversé de l'exclusion, mais dans une société qui, je cite, « adapte ses modalités de fonctionnement et ses conditions de vie de façon à inclure ces différentes composantes et à leur permettre de vivre ensemble en bénéficiant du même corpus de droits ». Quelle que soit la définition retenue, quel que soit le concept qui vous convient le moins mal, je souhaite insister sur 2 points dans le domaine de la désinstitutionnalisation. Je souhaite mettre l'accent, dans un premier temps, sur le fait que, justement, dans cette logique, on met l'accent beaucoup plus sur le contexte, sur la situation, sur l'environnement dans lequel la personne évolue, et beaucoup moins sur des diagnostics psychologisants ou intrapsychiques en ce qui concerne les difficultés que rencontrent les personnes. Deuxième point sur lequel je veux insister, cette logique participative, cette logique de désinstitutionnalisation, elle nous indique également qu'il est intéressant d'appréhender la personne au regard de ses capacités, au regard de ses compétences, de celles de sa famille, de celle de son réseau social, amical, au moment de l'intervention, au moment de l'accompagnement. Vous pourriez vous demander à ce moment-là de ma synthèse pourquoi je parle autant de la désinstitutionnalisation, pourquoi je parle autant de cette logique de la participation. Eh bien, c'est parce que vous m'avez inspiré, en vous écoutant dans les différents forums, une hypothèse. Et je souhaiterais, comme toute bonne hypothèse, la vérifier auprès de vous, en tout cas vous la rendre ce matin. Et cette hypothèse, c'est que les MECS, aujourd'hui, se définissent dans un contexte de changement tous azimuts, et pas uniquement dans un contexte de changement qui passerait par la rationalisation des coûts. Il s'agit également d'un changement de paradigme, il s'agit également d'un changement de modèle au fondement de la protection de l'enfance. L'approche systémique. Alors, Monsieur Janvier, moi j'ai moins étudié Edgar Morin que certains thérapeutes familiaux de Palo Alto, mais je pense qu'il y a des connexions intéressantes à faire entre ces différents modèles. L'approche systémique nous apprend que les systèmes confrontés au changement développent un mécanisme de retour à l'équilibre qui s'appelle l'homéostasie. Alors c'est ainsi que pour ma part, quand j'interviens dans des institutions sociales, médico-sociales, dans des MECS, je ne parle jamais de résistance au changement. Parce que justement, dans cette logique, il n'y a pas de résistance au changement, il y a un changement nécessaire, constant dans les organisations, et de manière concomitante ou consubstantielle, il y a un mécanisme de survie du système institutionnel qui est l'homéostasie, qui est le fait de tenter de revenir systématiquement à l'équilibre. Ainsi, les acteurs dans les systèmes sont dans un paradoxe, ils prônent le changement et s'en défendent dans un même mouvement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, à mon avis, du management un art. L'approche systémique moderne nous invite aussi à remarquer que les systèmes très loin de l'équilibre peuvent ne pas revenir à cet équilibre initial et peuvent mettre en place de nouvelles organisations, ce qu'on appelle une bifurcation. Et je cite ici les travaux d'un chimiste
qui s'appelle Ilya Prigogine, qui a travaillé sur cette question des systèmes loin de l'équilibre en chimie et qui a été relayé dans nos sciences sociales, dans nos sciences humaines, notamment par Moni Elkaïm. Pour reprendre la formule d'Ilya Prigogine, cette bifurcation nous permettrait donc de penser que l'ordre peut naître du désordre, qu'un système loin de l'équilibre peut réinventer une autre manière justement de s'organiser. Je pense que le champ social et médico-social en général, et les MEX en particulier, sont actuellement dans le cadre d'une bifurcation. Le système ne peut pas retourner à l'équilibre. Pourquoi ne pas utiliser cette bifurcation comme un levier? Alors un levier qui va porter des noms différents suivant les auteurs. À la mode Batifoulier, on parlera de refondation des MEX. À la mode Jean Afchin, on parlera de la MEX en tant qu'association en tant qu'association d'action sociale. Et je trouve cette formule de Jean Afchin d'autant plus intéressante qu'elle a été citée dans un des forums. L'association y a été présentée comme un acteur d'un projet de transformation sociale. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir à nouveau comment la pratique et ce que vous avez pu amener vient rejoindre les travaux de certains auteurs qui peuvent nous sembler quelquefois très théoriques quand on est du côté des savoirs ou des livres. Je fais donc l'hypothèse que pour prendre cette bifurcation, la MEX doit se centrer sur sa mission de protection de l'enfance et doit inscrire sa mission dans la logique de participation, dans la logique d'empowerment, dans la logique d'empowerment de l'usager et de sa famille. Et ce principe pourrait venir guider l'ensemble de la MEX dans la complexité de ses acteurs. Sans être exhaustive, je vais prendre 3 acteurs qui me semblent les acteurs clés dans une MEX. Les premiers, ceux qui ont été nommés les porteurs de soins et ceux qui prennent soin. Trop souvent, la logique de participation est présentée autour d'un débat qui convoque une relation symétrique ou une relation asymétrique entre professionnels et usagers. J'utilise l'approche systémique pour vous proposer de parler de relations complémentaires. Roland Janvier en a également parlé ce matin, de relations complémentaires entre professionnels et usagers. Cette relation est fondée sur la différence et elle autorise la complémentarité des expertises. Celle du professionnel, qui a une expertise sans conteste de la relation d'aide, du réseau secondaire, des droits, de l'accès à ces droits, mais également celle de l'usager et de sa famille. Car si, comme nous l'a dit Michel Chauvière, les usagers n'ont pas une connaissance absolue de leur situation, je suis sûre qu'ils en ont une. La pratique d'accompagnement dans ce contexte conduit alors le professionnel à quitter une position d'expert, sans pour autant renoncer à son expertise, pour introduire dans la relation d'accompagnement la famille de l'enfant et celui-ci comme auteurs ayant une expertise de leur situation de vulnérabilité. C'est alors tout l'art d'éduquer qui va consister à investir une position en creux. Et je reprends là des travaux qui ont été réalisés par Pascal Roman et Rosello, et qui ont beaucoup travaillé sur la position de l'éducateur dans un service d'aide à domicile, et en quoi cela venait impacter justement sur des pratiques d'accompagnement. Je propose également à l'association, autre acteur de la MEX, à l'association d'introduire cette logique de participation dans son fonctionnement. L'association a été au cœur d'énormément de débats dans les 4 forums dans lesquels j'ai pu participer directement. Là encore, pêle-mêle, je vous livre des citations. L'association doit faire revivre l'aspect citoyen, refaire une vraie co-construction entre professionnels, bénévoles et usagers. Il a même été proposé de mutualiser des fonds propres d'associations pour aider une association en difficulté ou financer de nouveaux projets. Je vous suis complètement sur cette manière de présenter les choses et je vous propose 2 autres pistes dans cette logique de la participation au niveau de l'association. La première, il me semblerait que l'association d'action sociale, comme l'appelle Jean Afchin, comme vous la nommez également, gagnerait à reconnaître, voire à dénoncer
la situation de précarité dans laquelle les usagers que vous accueillez vivent. J'en veux pour preuve le rapport de l'UNICEF de 2013, qui a pu démontrer, et là aussi c'est un rapport qui était animé par Catherine Dolto et Serge Pogam, qu'on ne peut pas fondamentalement qualifier de punk dans le domaine politique, eh bien ils ont pu montrer que près d'un enfant sur 5 en France en 2013 est victime d'exclusion sociale. Un enfant sur 5. Et il me semble qu'une partie de ces enfants, c'est au sein des institutions qui sont les vôtres qu'on les retrouve. J'ai été particulièrement intéressée par les propos de Michel Chauvière sur le droit d'être protégé, avant tout, et j'ai été particulièrement touchée, même très émue hier soir, de voir la qualité du message politique que certains enfants, certains jeunes majeurs, certains adolescents sont capables de nous renvoyer. J'étais très intéressée par les textes qui nous étaient proposés hier dans les chansons. Deuxième piste que je propose pour l'association, construire une place pour les usagers au sein des conseils d'administration. Là encore, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il ne s'agit pas de positions symétriques ou asymétriques. Il s'agit d'expertises complémentaires. En quoi la présence d'usagers du secteur social, d'usagers des MEX, pourrait être une voie, là encore, de refondation de l'association d'action sociale. C'est une piste que j'ai eu l'occasion et le privilège de travailler avec un conseil d'administration et qui m'a, là encore, permis de réfléchir sur cette question, non pas uniquement d'un point de vue théorique, mais dans un fonctionnement concret d'association et de ce que ça pouvait renvoyer aux différents administrateurs. Enfin, dernière piste, elle va concerner le management, elle va concerner l'encadrement dans les maisons d'enfants à caractère social. C'est le dernier acteur. Merci Francis. Je propose aux managers, je propose à l'encadrement, je propose aux directeurs de promouvoir des voies d'évaluation qui vont intégrer l'usager du secteur social. C'est des expériences que vous menez déjà, pour certains. Je vais me référer ici aux travaux d'une personne avec qui j'ai le privilège de travailler, qui s'appelle Anna Rurka, et qui a pu montrer dans un ouvrage qui s'appelle « L'efficacité de l'action éducative d'aide à domicile » que les parents d'enfants en situation de précarité sociale attendent un changement de l'intervention de la maison d'enfants à caractère social. Même si l'aide est proposée sous contrainte, ces parents, ces enfants attendent un changement, ils attendent une plus-value de l'accompagnement que vous allez leur proposer. C'est très bien démontré dans l'ouvrage d'Anna Rurka auquel je vous renvoie. Et j'ai cru entendre dans certains forums, notamment dans celui concernant les récits et la place de l'écrit, que ces éléments pourraient tout à fait être utilisés comme une perspective d'évaluation du travail d'accompagnement en MEX. J'ai aussi entendu, dans un autre atelier auquel j'ai participé, que la reconnaissance était quelque chose d'important dans nos identités professionnelles, aux uns et aux autres, et que cette reconnaissance, pour les éducateurs, elle pouvait aussi passer par la reconnaissance que les usagers vous confèrent. Pour conclure très rapidement, je voudrais vous proposer une métaphore qui m'a été inspirée, notamment lors de la première demi-journée où il a été beaucoup question de bastides, de silos et de forteresses. Il m'est venu à l'esprit l'image de Don Quichotte, et je vous laisse choisir de qui il peut s'agir, et je vous laisse même l'opportunité de changer l'acteur Don Quichotte suivant les circonstances. Il m'est venu l'image de Don Quichotte et il m'est venu l'image de Sancho Panza. Je vous propose, vis-à-vis de la gestion, d'adopter la position de Sancho Panza, qui ne peut pas faire autrement que de voyager à côté de Don Quichotte, mais qui, juché sur sa mule, considère les moulins à vent pour ce qu'ils sont, ni plus ni moins. Je vous remercie pour votre attention.
grand merci Isabelle pour cette très belle synthèse. C'est un exercice pas facile et voilà, c'est très beau. Il nous reste quelques minutes, une vingtaine de minutes, avant que nous concluions ces journées. La parole est à vous. L'intervention de Roland Janvier ce matin, l'intervention de M. Paturet, la synthèse faite par Isabelle. Des questions ou des remarques ou des commentaires, mais qui peut être aussi des commentaires d'évaluation à chaud de ces journées, de ce qui a été dit. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle pour le premier téméraire ou la première téméraire. Pas de remarques, pas de questions? Oui, vas-y. Moi, je vais poser une question à Roland Janvier par rapport à sa proposition de penser les organisations en termes de seuil. Est-ce qu'il a le sentiment que l'organisation aujourd'hui qui se développe dans notre secteur, l'organisation par pôle, correspond à l'évolution qu'il dessine? En fait, j'appréhendais que la première question me tombe dessus. C'est fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que je pense que la pensée rationalisante, pour rester dans mes schémas d'analyse, la pensée rationalisante menace aussi la manière dont nous pensons et dont nous regardons nos organisations. Et il me semble que la construction en pôle, dans les grosses associations, c'est plutôt dans les complexes, dans les organisations un peu importantes, la construction en pôle, elle est menacée par deux choses comme ça, mais c'est un peu au débeauté là. La première, c'est qu'elle soit strictement en symétrie des tuyaux d'orgue des politiques publiques. C'est-à-dire qu'en fait, nos organisations dans les pôles, ça c'est ce que je constate, sont en train, à leur insu ou pas, de reproduire une mise en symétrie de la pensée publique, de la pensée politique publique. Et ça, c'est à interroger parce que effectivement, dans ce cas-là, on va recréer les petites cases qui nous ont déjà empêchés d'avancer. Et la seconde chose, alors ça c'est très compliqué, notamment du côté de la pensée des directions générales, c'est que c'est de à la fois faciliter cette construction en pôle qui pourrait correspondre à l'organisation multipolaire ou polycentrée dont je parlais tout à l'heure, sans pour autant créer des féodalités, puisqu'on sait aussi que c'est une des grandes difficultés de nos organisations, c'est notamment autour d'une conception de la direction, le directeur seul maître à bord après Dieu, et du coup il entretient son système autour de lui, et du coup on est en tension dans ces constructions en pôle. Si par contre, et là je parle plus de nos essais très modestes d'expérience dans l'organisation que j'essaye de diriger, si par contre cette construction en pôle correspond à un mouvement plutôt de décentralisation, c'est-à-dire de polycentrisme au sens fort du terme, là effectivement je pense qu'on va vers quelque chose qui, en gros, à chaque fois qu'on déporte le regard du centre vers la périphérie, et la mise en pôle peut correspondre à ça, on fait un mouvement de décentration de l'institution sur elle-même, et du coup on facilite tous ces mouvements, toutes ces mises en système dont Isabelle Joly vient de parler. Oui, ce n'est pas... j'ai le micro ici. Présentez-vous, s'il vous plaît. Catherine Martin, je suis psychologue systémicienne. Et, non, mais je voulais juste partager avec vous en fait, une citation d'Albert Einstein qui aurait presque pu être un sous-titre à ces journées, puisqu'il a dit « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. » Voilà. Et je me disais que l'énergie qui nous anime tous et qui nous relie, c'est un phénomène qui est difficile à mesurer et qui pourtant compte beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, remarques, questions? Monsieur Paturet, vous voulez...
Bien, bah écoutez. Ah, Monsieur Touillard. Ben oui, bien sûr. Alors, la question que je me pose, c'est parce que c'est très Est-ce séduisant. qu'il faut quand même présenter Noël Touillard? Noël Touillat, voilà. Je suis directeur maintenant. Donc l'idée, c'est que, alors c'est très séduisant ce qu'on entend ce matin autour d'une transformation de l'institution, dans notamment ce rapport à l'environnement, qui me paraît tout à fait intéressant et qui pourrait être peut-être une idée de prochaine journée, hein, c'est les maisons d'enfants et leur territoire. Mais il y a un métier qui est le nôtre, qui est celui d'accueillir des choses extrêmement difficiles à contenir. Et je me demande si en fait on n'est pas quand même travaillé aussi par ça, hein, c'est devoir contenir de la souffrance et de la violence. Et cette contenance-là, elle vient peut-être nous embêter un petit peu pour imaginer nos institutions autrement que comme des forteresses qui doivent quand même un peu résister à des attaques qui sont parfois extrêmement violentes. Donc alors ça, je vous pose la question aux trois, est-ce que vous avez des idées sur la façon dont on peut faire en sorte que nos institutions évoluent vers de l'ouverture, vers de la culture, vers des projets qui nous permettent d'être dans des organisations humanisées, et en même temps comment continuer notre métier qui est quand même de résister à ce qui nous désorganise aussi et nous déstructure en permanence. En complément, Noël me dira si je trahis sa pensée, mais en complément de sa question, c'est comment continuer à faire institution, comment on peut tenir ensemble dans des nouvelles configurations organisationnelles très ouvertes, très éclatées. Il me semble que là, il y a aussi une question assez fondamentale à soutenir. Oui aux organisations du seuil, à condition que la dimension institutionnelle continue à être travaillée et à prendre soin même de cette dimension institutionnelle. Oui, alors ça, c'est effectivement la limite de mon propos. C'est comment garder forme. Parce que à force d'être tout le temps sur les bords, d'abord c'est une situation casse-figure, et puis à force d'être tout le temps sur les bords, finalement on arriverait à des institutions qui n'aient plus de forme, c'est-à-dire des sortes d'institutions liquides, pour reprendre les catégories de Bauman sur la modernité liquide. Alors, et qui coulent, du coup, qui n'ont pas d'effet contenant. Il y a un point que j'ai essayé de dire, mais j'ai peut-être dit trop vite, c'est le fait de ce renforcement identitaire par le renforcement de l'identité de l'autre, du partenaire. Et j'avais en tête, quand je disais ça, bien sûr, les points et les institutions avec lesquelles nous travaillons et qui nous posent problème. Je pense à l'intersecteur de pédopsie, je pense aux missions locales, que ça a été évoqué dans l'atelier où j'étais, je pense à l'enseignement, à l'éducation nationale, etc. C'est-à-dire, et comment, en fait, cette idée d'institution du seuil, c'est au contraire se renforcer par la confrontation du jeu au tu, qui fait nous, hein, je vais un peu vite là, mais c'est un peu ça. Et que, du coup, il me semble que ce qui fait institution dans ce contexte-là, j'ai essayé de le dire autrement, la pensée auto-centrée de l'organisation, c'est une pensée qui se sécurise en évitant tout espace de conflictualisation. La pensée ou le regard sur la même organisation, mais en essayant de voir plutôt sa liminarité, pour employer un autre mot, c'est une pensée qui va au contraire intégrer la conflictualité comme élément constitutif de son identité. C'est-à-dire qu'en fait, on remet en place là, c'est Castoriadis, hein, la dialectique entre instituant et institué comme élément consistant, mais pas consistant en termes de matière, consistant en termes de volume d'échange. Et alors ça, c'est peut-être un peu difficile à imaginer comme ça, mais là-dessus, on refera un truc si vous voulez, parce qu'il faudrait que j'ai 2 heures pour le développer. Je voulais juste dire derrière ça que
parce que je trouve que là, la question est intéressante, c'est comment être une institution à la fois ouverte et contenante. C'est-à-dire, et ça, je pense que cette question-là, elle vient sans doute d'une anomalie du code génétique même de la protection de l'enfance. Là, je me mouille un peu, mais j'y vais, hein, tant pis. Une anomalie dans le code génétique de la protection de l'enfance qui a toujours pensé que protéger l'enfant, c'était le séparer du lien parental. Moi, j'ai dit relier. Et je ne disais pas relier tout à fait par hasard. Je disais que, justement, relier, y compris dans les situations, parce que je sais bien ce que vous allez me dire, je connais le métier, des situations pathogènes où il faut protéger l'enfant. Relier, ce n'est pas ne pas protéger. Relier, c'est envisager autrement les liens qui se tissent. Et nos institutions, nos maisons d'enfants à caractère social, se sont pensées comme des lieux protecteurs par la coupure, là où il fallait se concevoir comme des lieux protecteurs par la mise en lien, par la reliance, bien sûr, qui n'exclut pas le travail sur les causes, qui n'exclut pas le travail sur les dysfonctionnements familiaux. Je ne minore pas du tout l'ampleur des drames et des souffrances. Mais c'est bien sur cette question-là qu'il faut qu'on se remette au travail et que, du coup, l'institution du seuil, l'organisation du seuil invite à arrêter de se penser comme à part et comme coupé, mais comme relié au territoire, aux familles, dans une coopération. C'est vrai que je préfère le mot de coopération à celui de participation. Une coopération avec les parents, c'est-à-dire même allant jusqu'à une complicité avec eux. Complice n'est pas être fautif de partager leur dysfonctionnement, c'est au contraire se mettre dans les conditions de le travailler avec eux. Mais les mecs ont déjà commencé quand même ce travail avec toute la démarche SAPMN, s'inscrit déjà dans cette démarche. Reste que, il y a un certain nombre d'enfants, que ce soit dans les ITEP, dans les IME, et je ne suis pas sûr qu'ils soient en décroissance, nécessitent une contenance lacunaire, comme dit Eusé. Alors, quand tu proposes comme appui, pour refaire de l'institution, les partenaires, peut-être, sachant quand même qu'aujourd'hui, la crise des institutions est quand même assez majeure, moi je pense qu'il faut aussi, alors c'est peut-être ma déformation de directeur d'internat pendant de nombreuses années, il faut quand même aussi que la question de l'identité de l'établissement et de l'association, tu viens de nommer l'instituant, mais l'association, elle est du côté de l'instituant. Et je crois qu'il faut certainement attendre un appui de l'externe, mais si en interne, il n'y a pas un travail d'élaboration, si le conseil d'administration n'est pas du côté de redonner du sens, s'il n'assume pas sa dimension instituante, le conseil d'administration n'est pas le seul, mais il a une responsabilité instituante. Si ces dimensions-là ne sont pas honorées, je crains qu'on soit dans des dilutions qui, à terme, pénaliseront les jeunes qui sont les plus en difficulté. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Si je peux me permettre, mais peut-être pas Noël complètement dans ce que tu proposes. Alors moi j'aime bien le terme de participation parce que pour le coup il y a des choses aussi qui ont été écrites et qui montrent bien comment cette question de la participation, de l'usager, de la désinstitutionnalisation, elle peut devenir extrêmement démagogique si on n'y prend pas garde. C'est-à-dire on peut se retrouver à faire peser la responsabilité sur les épaules de la personne de sa propre situation de handicap social, si vous me permettez cette métaphore, sa propre situation de précarité sociale lui est alors reprochée, il en est responsable. Donc moi ce que je pense, c'est qu'une bonne désinstitutionnalisation, elle passe par l'institutionnalisation. Elle passe par ce que vous dites, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire qu'à certains moments du parcours, il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait rupture des liens. Et je pense, alors c'est quelque chose, je crois, qui est dans les tuyaux en France maintenant, qui est peut-être plus de tradition anglo-saxonne, qu'un certain nombre, là aussi, de modalités évaluatives du côté des études longitudinales, du devenir des enfants et des adolescents qui ont été placés, vous donnerait des billes par rapport à ces éléments-là pour montrer à nouveau que le boulot en MEX, il est fait, l'accompagnement, il est réalisé. Il amène des effets positifs. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, je sais, autour de ces questions. Alors, c'est très cher,
C'est très cher parce que ça nécessite de constituer des groupes d'enfants, adolescents devenus adultes qu'on va suivre ensuite régulièrement. N'empêche que là aussi, moi, ce que j'ai pu lire sur ces questions, ils disent des choses de l'intérêt qu'il y a eu à être accueillis dans un foyer type MEX, et ils disent des choses de l'intérêt d'avoir été accueillis en groupe dans vos institutions. Ils disent combien, pour certains, le groupe a pu être ressource, comment le groupe est pensé comme une fratrie. Donc là encore, je trouve qu'il y a vraiment des éléments qui pourraient être utilisés. Bien, merci vraiment à vous trois de vos interventions et de votre participation à ces journées cette matinée. Je ne voudrais pas qu'on se sépare avant, d'abord le président va clôturer, mais je souhaiterais que les membres du COPIL qui ont participé à l'élaboration de cette journée viennent sur la scène. Oui. Je voudrais que l'ensemble des directrices, directeurs, la représentante de l'URIOPS, il faut que tu viennes, voilà, oui bien sûr, et Corinne Pichelin, voilà, montez sur le, on ne va pas faire là, voilà, il faut que tout le monde soit là. L'organisation de ces journées, c'est aussi une forme de collaboration, de coordination, de participation collective, on peut utiliser tous les termes qu'on veut. C'est pas 2-3 personnes qui se réunissent, c'est le conseil d'administration de l'ANMEX, mais c'est aussi un COPIL et qui a particulièrement agi. Voilà, je voudrais simplement que vous l'applaudissiez. Bravo à eux. Alors, sans dévoiler ce que le président dira tout à l'heure, puisque vous savez qu'on est dans une reconduction, je voudrais que Marianne Antunes et Luc Matisse montent aussi, parce que, venez, parce que tous les deux sont les artisans du COPIL pour les Journées de Marseille. COPIL qui a déjà été constitué, voilà, qui a commencé, qui a déjà eu 2 réunions, et qui va continuer ses travaux pour que l'année prochaine, on puisse se retrouver, cette fois-ci à Marseille. Voilà, bravo à eux encore pour cette collaboration. Francis, pour clôturer. Voilà, toujours ce moment douloureux, celui qui fait qu'on va bientôt se quitter, mais qui, encore une fois, vous avez bien compris, l'ANMEX, ce n'est pas uniquement les journées nationales. L'ANMEX, c'est il faut rester ensemble, il faut à la fois se rencontrer sur les régions, il faut à la fois, bien sûr, se rencontrer dans nos journées nationales. Vous avez compris aussi qu'on avait un projet pertinent et ambitieux avec les Italiens, mais aussi peut-être avec d'autres collègues européens. Les Italiens, en partant, disaient « si on ne fait pas l'Europe sociale, personne ne la fera ». Alors, je voudrais remercier, bien sûr, l'ensemble des conférenciers qui ont été vraiment de haute tenue. Et je crois qu'ils ont donné à la fois beaucoup de projets, beaucoup de souffle et de perspectives. Je voudrais remercier aussi le travail remarquable d'Isabelle Joly, qui va nous donner aussi certainement des plans d'action. Je voudrais remercier, je le fais souvent, mais c'est important de le resignifier, l'importance de notre partenaire Andesi, sans qui nous ne pourrions pas organiser ce journée. Merci à l'équipe de l'Andesi qui a travaillé sur cette organisation. Voilà, donc je ne vous embête pas plus longtemps, mais en vous disant que le 19 et 20 mars, à Marseille, les 5e rencontres nationales proposent comme thème l'acte éducatif en mutation, valoriser et construire nos pratiques en MEX. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je resignale que les gens qui n'auraient pas signé leur feuille de présence aujourd'hui doivent le faire absolument avant de nous quitter, de manière à avoir leur fiche d'attestation. Voilà, bon retour, merci à vous.